De retour dans votre grand dossier, merci de nous rejoindre. L'ambiance promet d'être électrique. Le budget est débattu à partir de ce soir à l'Assemblée. Voici les 4 députés à suivre, notamment pendant l'examen du budget ce soir. Éric Coquerel, Charles de Courson, le rapporteur général de la Commission des Finances, Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national, Mathieu Lefebvre, groupe Ensemble. Ils seront au cœur des débats et on va beaucoup entendre parler de lui. Éric Coquerel est notre invité dans le grand dossier, député LFI de la Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances. Bonsoir monsieur le député, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je vous montre d'abord une déclaration d'un député Ensemble pour la République. Ce soir, on le sait, c'est le début de l'examen du texte et voici ce qu'il dit à propos de ce soir. Ça va être une boucherie totale. Les extrêmes vont voter contre tout ce qu'on propose par principe et tous les autres voudront enregistrer une victoire politique à un moment. Évidemment, cette personne a préféré rester anonyme. Mais Éric Coquerel, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous vous attendez à une boucherie? Ça m'amuse assez parce que figurez-vous que pendant la commission, les macronistes ont voté contre des articles de loi du budget. Voilà, donc en l'occurrence, expliquer que c'est nous qui d'abord voterions contre ce budget, il faudrait déjà qu'ils soient d'accord entre eux, c'est pas le cas. Bon, en plus, non, évidemment, c'est pas une question de boucherie, on va pas voter systématiquement contre. La preuve, on va surtout voter des amendements en alternative, et notamment ce qu'on a voté pendant la commission, et je pense qu'on les fera passer. L'idée, c'est juste d'aller prendre aux plus riches, aux très grandes entreprises, aux niches fiscales, ce qu'elles ont gagné depuis 2017, même une petite partie en réalité de ce qu'elles ont gagné, pour faire en sorte que ce ne soit pas l'ensemble des Français, classe populaire, classe moyenne, qui pâtissent de ce budget. Malgré tout, Éric Coquerel, je voudrais rebondir sur le terme de boucherie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de décrédibiliser l'Assemblée aux yeux des Français si ça se passe vraiment mal à partir de ce soir ? Mais ceux qui décrédibilisent l'Assemblée, c'est ceux qui utilisent ce genre de termes, tout simplement parce que l'Assemblée exerce son droit démocratique de discuter du budget, de le transformer. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on souhaite? C'est qu'il y ait un budget qui soit proposé et que l'Assemblée, au garde à vous, accepte ce budget. C'est ça la seule possibilité que nous offrent aujourd'hui les macronistes et le gouvernement Barnier. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Le problème qu'ils ont, c'est eux qui l'ont d'ailleurs, c'est qu'ils n'ont pas de majorité. Et qu'à l'intérieur même des groupes gouvernementaux, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, à partir de là, il faut qu'ils acceptent le fait qu'à l'Assemblée, il y ait des majorités pour transformer ce budget dans l'intérêt des Français. C'est tout sauf une boucherie. La boucherie, c'est eux qui l'organisent. Oui. Il y a juste une question d'Alison Tassin qui est aussi sur ce plateau, Éric Coquerel. Bonjour Éric Coquerel. Où vous mettez votre curseur? C'est-à-dire jusqu'où peut aller le gouvernement? Jusqu'où vous pouvez aller? Parce que, notamment, est-ce que vous allez proposer que des économies ou vous allez aussi proposer des dépenses? On va proposer beaucoup d'économies parce qu'augmenter les recettes en prenant plus riches, c'est de l'économie. Baisser les niches fiscales, par exemple, une partie du crédit impôt recherche, quand ça profite à des entreprises comme Sanofi, c'est des économies, etc. etc. Donc, c'est bien évidemment proposer des économies. Mais par contre, on refuse un budget à la fois d'austérité qui, c'est les chiffres de l'OFCE que je vous cite, va coûter à peu près 0,8 points de croissance à l'économie française. Ce qui veut dire qu'on va baisser les dépenses sociales, baisser les dépenses fiscales, ça va coûter 0,8 points de croissance, donc il y aura moins d'entrées fiscales et moins d'entrées de cotisations sociales. Donc c'est ce qui s'est passé depuis des années, ça explique d'ailleurs les déficits qui ont explosé depuis plusieurs années. Donc ça c'est une chose que nous ne voulons pas, et à contrario, nous allons effectivement mobiliser des ressources à la fois pour réduire le déficit, mais aussi, par exemple, permettre, et c'est le grand absent de ce budget, de commencer à amorcer la bifurcation écologique, parce que là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce budget est totalement, je vais exprimer une expression un peu triviale, mais bien le comprendre, on est à la ramasse d'un point de vue de l'écologie. Voilà. Ce budget ne prévoit des baisses budgétaires au niveau des questions environnementales. J'espère que vos auditeurs entendent bien, au moment où on commence à connaître des catastrophes météo. Tout ça n'a pas de sens. Guillaume Roquette, vous dites régulièrement que, en tout cas, ce budget en général est à la ramasse. Vous êtes plutôt d'accord avec Éric Coquerel et pas seulement sur le plan écologique. Moi, je trouve que c'est plutôt la Commission des Finances qui est à la ramasse, parce que cette semaine, ou la semaine dernière plutôt, c'était vraiment la foire à l'impôt. C'est-à-dire que M. Coquerel et ses amis, ils ont augmenté. Alors, ça dépend un petit peu de la façon dont on calcule, mais vous avez quand même, on est passé de 20 milliards d'impôts supplémentaires à 50, voire un peu plus. Vous reconnaissez que vous n'y êtes pas allé de main morte quand même?
On a touché les impôts de 90%. On n'a pas touché les impôts de 90% des Français. On les a même diminués en partie d'ailleurs. Parce que par contre, on a baissé la TVA pour les produits de première nécessité en Outre-mer. On a baissé la TVA pour les associations humanitaires, etc. Donc il y a plein de Français, on a plutôt diminué leurs impôts. On a supprimé, par exemple, la taxe sur l'électricité que comptait appliquer le gouvernement, qui là impacte les classes populaires et les classes moyennes. Vous voyez, on a plutôt favorisé l'impôt des Français. Par contre, ce que vous appelez l'impôt des Français en général, ça c'est un peu le jargon macroniste, c'est tout ce dont ont bénéficié les ultra riches de ce pays, les grandes entreprises de pays depuis 2017, et pas à hauteur de quelques milliards, à la hauteur de centaines de milliards d'euros. Donc quand on reprend 60 milliards seulement à ces personnes, eh bien, considérez que c'est pas grand-chose, c'est pas l'enfer comme j'ai entendu, c'est juste le purgatoire pour eux. Par contre, ça va bénéficier à la majorité des Français, et ça, je trouve ça plutôt mieux. Oui, je vous fais écouter en revanche Thierry Breton, l'ancien commissaire européen au marché intérieur, qui ne vous a pas loupé ces dernières heures. Il faut simplement se dire collectivement, et je dis bien collectivement, que c'est tout ce qu'on a fait, ces allers-retours, c'est cette concours l'épine invraisemblable de dépenses publiques nouvelles pendant la campagne des législatives, qu'on retrouve par parenthèse, y compris maintenant à la commission des finances. On n'a rien compris. Éric Coquerel, vous avez entendu Thierry Breton qui n'a rien compris et je vous ai vu sourire pendant que vous écoutiez sa déclaration. Oui, parce que c'est donneur, franchement, quoi. On a des donneurs de leçons qui ont appliqué une politique qui, même sur l'objectif principal de leur politique, réduire les déficits, ont eu complètement tort. Voilà, ils ont multiplié les déficits dans ce pays. Donc même sur ça, leur politique n'a pas réussi. Et alors là, je ne vous dis pas sur le reste, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, sur par exemple l'incapacité à mettre les dizaines de milliards nécessaires pour la bifurcation écologique, l'incapacité à mettre les dépenses nécessaires pour l'éducation, pour la santé. Donc les donneurs de leçons qui nous ont amenés dans le mur que nous connaissons, au point, je vous le rappelle, que nous avons dû décider une commission d'enquête, que ma commission va se transformer en commission d'enquête pour comprendre pourquoi ils n'ont pas été capables de prévoir les déficits et que chaque mois ils se sont trompés. Je dois dire que ça me fait un peu sourire. Voilà pourquoi je souriais. Non, très exactement, dans ma commission, effectivement, on a fait, mais je l'avais assumé, on a montré que le nouveau Front populaire avait une majorité disponible à l'Assemblée pour faire passer ces mesures qu'il avait présentées pendant la législative, que les Français avaient suffisamment apprécié pour nous mettre en tête. Ça, oui, nous l'avons assumé et je pense que c'est une bien meilleure politique que celle que nous subissons depuis 2017. Christian Saint-Etienne. Oui, une question d'économiste au président de la Commission de finances. Alison, tout à l'heure, vous demandez quels étaient vos curseurs. Là, on a un package de 60 milliards qui, apparemment, selon l'OFCE, conduirait à une baisse de l'activité de 0,8 points de PIB. C'est quoi votre curseur? Quelle que soit la composition du package entre baisse de dépenses, hausse d'impôts, vous seriez prêt à aller jusqu'à combien? 40, 50? Qu'est-ce qui vous semble le plus raisonnable dans le contexte politique actuel? Raisonnablement, c'est ce qu'on a voté dans ma commission. On a apporté 50 milliards de recettes à l'État. Il y a certainement des dépenses peut-être fiscales encore à alléger, je pense. Et ce qui fait qu'on aurait le chiffre annoncé par M. Barnier, mais sans toucher aux dépenses sociales et aux dépenses publiques. Pour bien comprendre ce qu'a dit l'OFCE, c'est que les 0,8 points, c'est pris parce que quand vous abaissez les dépenses sociales, les dépenses publiques, vous réduisez l'activité économique. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est un effet récessif. Bon, donc ça, nous, on pense qu'il ne faut pas y toucher. Et on ne voit pas très bien, d'ailleurs, comment on peut justifier, je donne quelques exemples, de baisser considérablement le budget du ministère des Sports au moment où on nous dit qu'après les Jeux Olympiques, il faut mettre le booster sur le sport, de baisser le ministère de la Culture, de baisser le ministère d'Outre-mer de 9%, quand, vous le voyez bien, il y a des problèmes multiples sociaux en Outre-mer, de supprimer 4000 postes d'enseignants dans l'éducation, etc., etc. Donc ça, d'ailleurs, vous verrez, moi je prends le pari là aujourd'hui, maintenant avec vous, c'est que vous verrez que même les partis gouvernementaux vont voter contre certaines des dépenses, des baisses de dépenses prévues par Michel Barnier, notamment par exemple celle qui s'y prend aux retraités. Autrement dit, ils nous disent il faut faire des dépenses, mais quand il s'agit concrètement de les faire voter, ils sont beaucoup moins ardents parce que leurs électeurs regardent ce qu'ils font et 90% des Français, encore une fois, n'ont pas intérêt au budget de Michel Barnier. Mais alors justement, Éric Coquerel, est-ce que vous vous sentez trahi? On le rappelle, Michel Barnier avait promis de ne pas toucher aux classes moyennes et aux classes populaires.
Bon, trahi non, parce que moi, je n'attendais pas à ce qu'il fasse autre chose. Vous savez, il y a deux lectures de ce budget. Hein. Vous savez, il y a la lecture, les 40 milliards pour les dépenses publiques, 20 milliards sur les recettes. Mais si on peut prendre une autre lecture, je vous donne tout de suite, c'est le côté inégalitaire de ce budget pour les particuliers. Il y a une taxe qui est prévue, alors que nous avons considérablement augmenté, mais pour l'instant, elle est de 2 milliards sur les rentiers, sur les rentiers les plus riches, on va dire. Bon. Et tout le reste, en réalité, impacte les classes populaires et moyennes. C'est vrai de la taxe sur l'électricité, mais c'est vrai aussi, j'ai essayé de le dire, sur les dépenses publiques et les dépenses sociales qui sont baissées et qui vont impacter ceux qui n'auront pas la possibilité d'aller dans le privé chercher l'équivalent de ces services. Voilà, ceux-là vont être touchés par ce budget, donc c'est un budget très inégalitaire. Mais franchement, je ne m'attendais pas à autre chose de Michel Barnier. La seule chose que je pourrais lui reprocher là, ces jours-ci, c'est que j'ai entendu qu'il estimait que tout ça était insupportable, etc., alors qu'il nous a invités à co-construire le budget. Oui. S'il nous invite à co-construire le budget, il faut qu'il accepte les majorités qui se font jour dans l'Assemblée et qui, en plus, pour les amendements qui ont été votés, je tiens à le rappeler, elles ont quasiment toutes été votées, soit avec l'abstention, soit le vote pour du MoDem, par exemple. Donc vous voyez bien que ça dépasse même le nouveau Front populaire. Oui, alors Éric Coquerel, je voudrais juste vous faire écouter quelqu'un que vous connaissez bien. C'est Charles de Courson qui était sur France 2 ce matin, le rapporteur général de la Commission des Finances. Lui, il dit que ça va être mission impossible d'examiner autant d'amendements d'ici vendredi. Écoutez-le. À 2800, on est incapable d'examiner autant d'amendements dans les délais impartis. C'est-à-dire, théoriquement, jusqu'à vendredi soir, peut-être samedi, mais même avec samedi, c'est impossible, à moins que les différents auteurs de ces amendements retirent massivement des amendements. En fiscalité. Voilà, on l'entend, il n'y croit pas du tout. Est-ce que vous aussi, vous estimez que ça va être un parcours du combattant d'ici vendredi, Éric Coquerel ? Alors très exactement, pour être bien clair, c'est d'ici samedi minuit, et si samedi minuit la partie 1 n'est pas votée, elle va continuer à discuter à l'Assemblée, elle ne part pas au Sénat. Je le dis parce que c'est une information qui est sortie, qui est inexacte. Mais nous, on ne va pas jouer le blocage. Quand je dis nous, c'est les groupes de la NFP, mais en général de l'opposition. Il y a 1800 amendements au moins que la dernière fois. Et sachez que quasiment la moitié de ces amendements viennent des groupes du gouvernement. Les deux groupes qui ont déposé le plus d'amendements, c'est Droite républicaine et c'est EPR, Ensemble pour la République. Donc c'est un peu banal quand même, un peu paradoxal, parce qu'en général, les groupes gouvernementaux déposent très peu d'amendements, et là, ils le déposent quasiment à moitié. Donc il va falloir leur demander de faire un sacré effort, parce que les groupes d'opposition l'ont déjà fait. Oui, Guillaume Roquette, est-ce que vous croyez à un débat parlementaire constructif sur le budget? Beaucoup n'y croient pas. Est-ce que vous espérez? J'y crois pas trop parce que il y a beaucoup de partis politiques qui sont dans la posture, c'est-à-dire que hormis on va dire le premier cercle autour de Michel Barnier, c'est-à-dire les députés ex-macronistes plutôt raisonnables et puis les députés LR, les autres ils ont intérêt à montrer que ils sont dans le mieux-disant. Et d'ailleurs pendant cette semaine folle où à la Commission des Finances toutes les 2 heures ou quasiment on inventait un nouvel impôt. Il n'y avait pas uniquement la France Insoumise et ni même le nouveau Front Populaire, il y avait aussi le MoDem qui de temps en temps disait ah ouais ça c'est une bonne idée, allez on y va, un nouvel impôt, ou bien parfois le Rassemblement National. Et donc je crains que Michel Barnier se retrouve seul et que du coup à la fin il soit obligé de passer par le 49.3. Obligé ou de toute façon il y pense, Alison Tassin? Ah oui, ça il y pense très fort et pas quand ça sera dans le matin à mon avis. Il n'a pas besoin de brouhaha pour y passer de toute façon. Non mais en fait ce qui est très compliqué dans cette équation, c'est qu'on a déjà la note finale. On sait déjà combien, on a l'objectif de ces 60 milliards. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'une hypothèse est avancée, c'est un jeu d'équilibre. Or, comme vous n'avez que des partis qui ne sont pas d'accord entre eux pour constituer cet équilibre, c'est très difficile d'avoir un cadre très fixe et d'évoluer dedans, parce que chaque proposition, forcément, doit être contrebalancée. Et puis, il faut rappeler aussi que même à l'intérieur de ce socle commun, c'est très difficile, d'où le fait que ce soir, il y a un petit cocktail qui soit organisé au ministère des Relations avec le Parlement, entre les députés de la droite républicaine et ceux du bloc central, avec en guest star, je vous le donne en mille, Michel Barnier. Ça a été un petit peu indiqué au dernier moment, parce que avant même ce débat, c'est ce soir à 20h, donc avant l'Assemblée à 21h30, il va y avoir un mot d'ordre en disant, bon,
maintenant, c'est tous ensemble et il va falloir un petit peu se serrer les coudes parce que c'est pas ce qui s'est passé réellement ces dernières semaines. Éric Coquerel, juste une autre déclaration que je voudrais vous faire écouter qui nous semblait intéressante. C'est le patron d'Amazon qui s'exprime ce matin sur une radio et qui parle notamment sur la contribution exceptionnelle sur les entreprises et qui dit « Ok, pour nous c'est ok, mais par contre il y a un mais ». Écoutez-le. Oui, nous paierons, si elle est décidée, la taxe. Vous savez, on est une entreprise légaliste, on applique la loi. Les conditions exceptionnelles qui sont celles de la France aujourd'hui et du budget sont celles qu'elles sont et on est obligé d'en tenir compte. Donc vous dites oui en espérant que ça ne soit pas durable, que ce soit juste temporaire pour 2 ans. Bien sûr. Il faut que l'attractivité de la France reste importante. Éric Coquerel, on entend dire donc Frédéric Duval qui dit « Ok, on est prêt à faire des efforts, mais il faudra que ce soit temporaire ». Est-ce que vous le prenez en compte ? Il faut que je le remercie. Excusez-moi, mais est-ce que vous savez que Amazon, proportionnellement, paye beaucoup moins d'impôts ici en France sur son chiffre d'affaires et ses profits réels qu'une TPE, une PME ou par exemple le petit commerçant avec qui il se retrouve en concurrence ? Vous trouvez ça logique, normal ? Donc l'effort dont il parle, en réalité, ce que propose Michel Barnier et ce qu'on trouve insuffisant, c'est que pendant un an et pendant une deuxième année à moitié de taux, on fasse payer à Amazon un peu des impôts qu'il devrait payer dans ce pays. Voilà. Le grand problème que nous avons, et c'est une des taxes les plus importantes que nous avons votées lors de ce PLF, c'est que vous avez un certain nombre d'entreprises multinationales qui peuvent déclarer leurs bénéfices en réalité réalisés en France dans des pays à fiscalité privilégiée. Ça s'appelle les prix de transfert. Vous avez des gens très calés pour optimiser et ça, c'est pas acceptable. Parce que ceux qui sont en concurrence, c'est nos PME, nos TPE, qui, elles, ne peuvent pas jouer là-dessus. Donc moi, je suis pour une justice fiscale, à la fois pour les salariés, mais vous voyez aussi à la fois pour l'essentiel de notre tissu industriel et économique de ce pays. Donc je vais pas remercier Amazon parce que pour une fois, ils vont payer un tout petit peu plus d'impôts par rapport à ce qu'ils devraient théoriquement payer. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir accepté notre invité dans le grand dossier. Guillaume Roquette, vous vouliez réagir une dernière fois ? Oui, je voulais réagir à ce que disait Éric Coquerel parce que je suis d'accord avec la première partie de son raisonnement. C'est déjà bien, on parle déjà sur de bonnes bases. Il n'est pas normal qu'Amazon paye moins d'impôts que les PME françaises. Le problème, c'est qu'à moins d'empêcher Amazon de faire de l'optimisation fiscale, et ça, on ne peut pas dans une économie ouverte, la seule solution, c'est pas d'augmenter les impôts d'Amazon, c'est de baisser les impôts sur les PME françaises.